Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La start-up qui repense de A à Z l'assurance paramétrique. Violaine Rébaud, directrice commerciale de Descartes Underwriting à Paris. Depuis le début, on est sur mieux couvrir les risques climatiques et émergents pour que les corporates puissent rebondir plus vite après un événement. Et depuis le début, on distribue au travers des courtiers. On a sophistiqué nos produits, par exemple le produit qui couvre les entreprises contre les cyclones. Au départ, on avait un seul produit qui permet de détecter s'il y a la traque d'un ouragan qui passe à une certaine distance du site assuré, et puis avec quelle vitesse de vent. Et aujourd'hui, on a des produits plus sophistiqués qui permettent de déterminer la vitesse de vent en tout point. Avec l'accroissement des périls climatiques et l'apparition de nouveaux risques, les assurances peinent à développer des produits appropriés pour les corporates. C'est pour pallier à ce manque que Descartes Underwriting a créé ces solutions il y a un peu plus de 2 ans. Violaine nous explique ce qu'est une assurance paramétrique et en quoi une utilisation optimale et moderne des données permet d'être beaucoup plus précis et d'adresser réellement les besoins de ses clients, mal servis jusqu'à présent par les acteurs traditionnels. Proposant des modèles précis et adaptés aux nouveaux risques climatiques, Descartes Underwriting offre des produits sophistiqués qui sont distribués par de nombreux réseaux de courtiers dans le monde. Dans un processus d'amélioration continue, la start-up pense et développe ses algorithmes en interne et en collaboration avec de nombreux partenaires spécialisés sur des risques très spécifiques comme la grêle, les incendies ou les ouragans. Nous parcourons avec Violaine les 4 grandes catégories de produits et les ambitions de cette jeune société qui est déjà présente sur d'autres continents, notamment en Australie et aux États-Unis. Nous évoquons les investisseurs, la nature des équipes en place et des collaborations avec les centres de recherche. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Violaine. Bonjour Solène. Alors je suis ravie d'avoir une femme. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une femme sur le podcast pour nous parler d'AssurTech. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas traité ce sujet. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux auditeurs ? Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis Violaine Rébaud, je suis directrice commerciale chez Descartes Underwriting. J'ai une formation d'ingénieur et d'actuaire. Et j'ai fait un parcours 100% dans le secteur de l'assurance, chez AXA en Allemagne, en France, aux Émirats Arabes Unis, puis chez Swiss Re, et enfin sur la réassurance traitée, puis je suis ensuite basculée chez Descartes Underwriting. C'est un secteur, l'assurance, dans lequel j'ai grandi, mais je découvre quand même que c'est un secteur qui est très très normé, qui s'est construit autour de dogmes un petit peu anciens sur, là il y a un incendie, suite à l'incendie il y a des pertes d'exploitation, et puis tout est construit sur ce schéma-là depuis 70 ans et n'a pas vraiment bougé. Alors qu'en fait, en Europe, tu veux dans dire. Le monde, ouais, dans le monde, vraiment l'assurance P&C dans le monde, c'est quelque chose qui est extrêmement normé. Et en fait, on voit tous émerger depuis 2 décennies des risques émergents. Le changement climatique, évidemment, d'autres risques émergents, type le cyber et les risques sociaux. Mais le changement climatique est à la tête des risques émergents. Et donc, en fait, ce schéma qui a été construit autour de l'incendie, moi, le constat que j'ai fait par mon parcours dans l'assurance, c'est qu'il est plus adapté. Il est plus adapté aux pertes des entreprises. Le schéma de se dire, j'ai une usine, elle brûle, donc le temps de reconstruire l'usine, je vais payer des pertes d'exploitation. Aujourd'hui, c'est plus ça. Déjà parce que le risque incendie, c'est plus le risque numéro 1. Ouais. Et ensuite, parce que les schémas de revenus des entreprises, ils sont plus binaires. L'entreprise produit, elle produit pas. Ouais. On a des marges qui se réalisent en cascade sur le long de chaînes logistiques qui sont complexes, mondiales. Je peux avoir un entrepôt qui est détruit par un tremblement de terre à Taïwan. Et en fait, ça va me générer des pertes de marge en cascade jusqu'à l'Europe. D'accord. Je peux avoir un ouragan dans une ville où j'ai rien, mais en fait je vais avoir une perte de revenus parce que tout mon commerce en ligne est généré par cette ville. Ouais. Donc c'est vraiment ça les nouveaux schémas aujourd'hui des entreprises, et nous on est convaincus qu'en repensant l'assurance, Attends, là t'en dis trop. Vas-y, je ne vais pas dire de quelle façon on la repense, mais qu'en tout cas avec l'usage des données, aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux que ce qui est fait de façon traditionnelle. On peut sortir des dogmes qui étaient en place en assurance traditionnelle pour faire beaucoup mieux,
pour s'affranchir de l'obligation d'avoir un dommage matériel pour payer des pertes d'exploitation et pour mieux appréhender des nouveaux risques, les risques émergents, à la tête desquels le changement climatique, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. En fait, les données vont permettre de faire de l'assurance pour les grands corporates quelque chose de simple, de flexible et quelque chose qui soit en ligne avec le changement du paysage de risque et le changement du paysage de revenus pour les grands corporates. Alors tout ce dont tu parles, c'est des problèmes qui existent déjà depuis quelques années. Pourquoi est-ce que l'industrie ne s'est pas adaptée ? En fait, elle s'est adaptée. Il y a une partie sur laquelle elle s'est adaptée, c'est la partie tech. Sauf qu'elle s'est adaptée pour d'autres segments. Quelle partie tech ? Il y a trois choses en fait qui vont pas. Une sous-utilisation des datas. Donc je disais que nous, en utilisant les datas, on peut faire mieux. Des nouveaux périls, type changement climatique. Et des données plus conjoncturelles, le marché qui ne répond plus aux besoins des corporates. Si je prends la première partie de sous-utilisation des datas, en fait, le marché, il s'est adapté, simplement pas sur le segment des corporates. Il s'est adapté sur le segment du retail. Vous, votre assurance habitation, vous trouvez ça normal de la souscrire en ligne, que ce soit facile, qu'il sache tout de suite, en donnant votre adresse, si c'est une maison ou un immeuble, ça vous paraît parfaitement logique. Et il n'y avait rien de tout ça chez les corporates. C'était 100% déclaratif, manuel, lent, coûteux. Donc ils n'avaient pas du tout bénéficié du changement que peut apporter la technologie, de détecter les sinistres à distance par exemple. Nous on est capable de déterminer s'il y a une inondation ou pas 100% à distance à partir d'images satellites, d'images radar. C'est quelque chose dont les corporates ne bénéficiaient pas du tout, alors que le retail ou les PME, eux, en bénéficiaient. D'accord. Ensuite sur la partie du changement du risque, donc changement climatique, nouveaux risques, le marché s'adapte, mais pas de la bonne façon. En fait, il ne va pas s'adapter en offrant davantage de couverture pour les risques émergents. Ça va être l'inverse, c'est-à-dire, oula, ce risque change, je ne le comprends pas, je ne sais pas le modéliser parce que je ne suis pas spécialisée là-dedans. Parce que les grands assureurs, ils ne sont pas spécialisés dans un péril. Au contraire, le vent des 20 dernières années, ça a plutôt été d'essayer de couvrir tous les périls au sein d'un même contrat. Donc là, ils disent, alors moi, je ne suis pas spécialisée risque climatique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réduire les capacités que j'offre aux corporates. Et quand tu dis réduire les capacités, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, un assureur va dire moi, je suis d'accord pour vous couvrir le cyclone jusqu'à 200 millions. Sauf qu'avec la récurrence des cyclones, il y en a de plus en plus, ils ont de plus en plus destructeurs. Il va dire moi, en fait, je donne plus que 10 millions en fait, par contrat. Donc, c'est ça la réduction des capacités. Donc, l'assureur, le marché réagit, il s'adapte, sauf qu'il s'adapte en fait en se protégeant, en réduisant les capacités et en augmentant les prix, parce que c'est un péril qu'ils connaissent pas et qui n'ont pas la capacité de modéliser. Et c'est pas aussi pour des raisons imposées par les régulateurs des assurances ? Quelque part si, parce qu'en fait, il faut avoir un modèle extrêmement précis pour pouvoir offrir le prix le plus juste. Et quand le modèle est imprécis, si vous voulez, on prend des marges de sécurité qui sont énormes, et c'est ça qui conduit au détriment du client. Voilà, exactement. C'est ça qui va conduire à réduire les capacités et à augmenter les prix. Super intro, merci beaucoup Violaine. Quand Descartes Underwriting a été fondé, toi tu as rejoint après la création de la société. Tu es arrivé quand ? Moi je suis arrivée au bout d'1 an. D'accord, donc c'était tout nouveau encore. Ça restait relativement jeune, on est toujours jeune, on a 2 ans et demi, donc on a quand même une entreprise jeune, mais on a quand même parcouru un bon bout de chemin en 1 an et demi. Donc moi quand je suis arrivée on était 10, aujourd'hui on est 55. Quand je suis arrivée, on avait un seul bureau à Paris. Aujourd'hui, on a des bureaux à Houston, New York, Londres, Singapour, Sydney. On va ouvrir le Chili normalement prochainement pour traiter l'Amérique latine. Donc non, on a énormément grossi, énormément très, maturé. très peu de temps. En 1 an et demi, bientôt 2 ans depuis que je suis arrivée. Donc la boîte a 2 ans et demi. Top. Alors, quand tu as rejoint, le pain point, parce que tu as cité dans tout ce que tu as dit en introduction, il y a plein de sujets à creuser et j'imagine plein de sociétés qui se focalisent sur certains des éléments que tu as cités. Mais vous, votre pain point sur lequel vous avez travaillé, de ce que tu en dis, c'est au niveau de la data. C'est correct ? C'est la data, c'est le produit. En fait, nous, on ne va pas se focaliser sur un seul pain point qui est une partie du problème. Mais c'était quoi le tout début, le lancement, on se replonge il y a 2 ans et demi, c'était quoi le produit de départ de Descartes Underwriting ? En fait, chez Descartes, disons qu'on a sophistiqué nos produits au fur et à mesure qu'on en a rajouté. On a tout de suite été sur un positionnement risque climatique. D'accord. Et on sait beaucoup mieux les modéliser, les détecter, et on a sophistiqué nos produits. Mais depuis le début, on est sur mieux couvrir les risques climatiques et émergents pour que les corporates puissent rebondir plus vite après un événement.
D'accord. Et depuis le début, on distribue au travers des courtiers. Et on a sophistiqué nos produits. Par exemple, le produit qui couvre les entreprises contre les cyclones. Ouais. Au départ, on avait un seul produit qui permet de détecter s'il y a la traque d'un ouragan qui passe à une certaine distance du site assuré, Ouais. puis avec quelle vitesse de vent. Et aujourd'hui, on a des produits plus sophistiqués qui permettent de déterminer la vitesse de vent en tout point. D'accord. Attends, j'aimerais juste qu'on revienne après sur le détail de votre offre aujourd'hui. J'aimerais que tu reviennes sur, je dirais, le contexte au niveau des assurances, puisque donc, moi j'avais lu que vous offriez une assurance paramétrique. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une assurance paramétrique dans le contexte que tu as décrit ? Eh bien, en fait, c'est l'outil qu'on va utiliser pour répondre aux 3 pain points qu'on a identifiés. Le premier, c'est qu'il y a des nouveaux risques qu'on n'arrive plus à couvrir, type risque climatique. Le deuxième, c'est que la data et les techs sont sous-utilisés pour l'assurance des corporates. D'accord. Et le troisième, c'est que le marché actuel manque de transparence et est assez hostile pour les corporates aujourd'hui. Parce qu'il y a moins de capacité, pas de transparence, que c'est trop cher, trop lent, etc. D'accord. Donc nous, on utilise l'assurance paramétrique comme un outil pour mettre en œuvre des nouvelles couvertures. Oui. Et alors, comment ça fonctionne ? Sur une couverture traditionnelle, vous attendez que le sinistre survienne. Vous espérez qu'il ne survient pas, mais voilà. Et quand l'inondation est là, là, vous allez attendre qu'il y ait une expertise qui ait lieu. Ça va potentiellement être très lent, parce que déjà, il faudra attendre que les experts puissent venir sur place. Vous ne serez pas le seul inondé, a priori, donc il va y avoir beaucoup de travail pour l'expert, ça va prendre beaucoup de temps. Et après, il va y avoir une analyse de votre police d'assurance sur laquelle vous ne serez forcément jamais d'accord ni avec l'assureur ni avec l'expert. Donc ça va être très lent, très coûteux, très frustrant et ça coûte cher en fait. Toute cette procédure-là qui dure 18 mois en moyenne, elle coûte... Il faut compter que 30% de votre prime d'assurance à peu près part là-dedans en fait. Part en frais de friction pour gérer les sinistres. D'accord. Et l'assurance paramétrique, ça permet de renverser complètement ce cycle-là et de se dire que vous vous mettez d'accord à l'avance avec votre assureur pour dire s'il y a 50 cm d'eau chez moi, vous me payez tant. S'il y a 1 mètre d'eau, vous me payez tant. S'il y a 2 mètres d'eau, vous me payez tant. On est d'accord à l'avance. Voilà, on installe un petit capteur devant la maison pour capter combien il y a d'eau. Et à la survenance de l'inondation, on sait tout de suite si on doit payer 500 000, 1 million, 2 millions. D'accord. Et ça déclenche l'indemnisation. Top. Immédiatement. Alors, parce que dans ce que vous avez identifié au lancement, et on reviendra après encore une fois sur le produit, mais la typologie de clients que vous souhaitiez servir, tu parlais des corporates, mais vous n'êtes pas vous-même compagnie d'assurance. Non, en fait, nous, on a un schéma de MGA, c'est-à-dire qu'on fait tout ce que ferait un assureur. Okay. C'est nous qui parlons avec les courtiers parce qu'on distribue exclusivement auprès des courtiers d'assurance. D'accord. C'est nous qui designons les produits, c'est nous qui faisons les contrats d'assurance. Sauf que c'est pas nous qui portons le risque. Tout ça, on le fait pour le compte d'un panel de porteurs de risques. Et ces porteurs de risques nous versent ensuite une commission sur la prime d'assurance. D'accord. Ok. Donc ça, c'est votre modèle d'affaires. C'est ça. Ok. Les anglo-saxons sont très familiers avec ce type de compagnie qui s'appelle des MGA. D'accord. Les Luco et MGA. Voilà, c'est classique. En fait, pour une jeune boîte, c'est un modèle qui est très agile, qui permet vraiment de réunir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la solidité financière, la marque, l'ancienneté de grands groupes. Nous, par exemple, on est adossé sur Generali. C'est Generali qui émet nos polices, avec l'agilité, l'innovation, la rapidité d'un petit acteur. Top. Alors, la question que j'aimerais te poser, puisque tu as eu une longue carrière avant, enfin longue en tout cas, quelques années quand même au sein du groupe AXA. C'est ça. Le groupe AXA ne proposait pas déjà des assurances indiciaires ? Alors en fait, l'assurance paramétrique, ça a été créé chez AXA. C'est pas Attends, c'est assurance indicielle ou paramétrique ? Les deux c'est la même chose. C'est la même chose. Un indice, un paramètre. Ça a été créé chez AXA par les 3 cofondateurs qui sont aujourd'hui les 3 cofondateurs de Descartes. Ok. Voilà. Donc AXA est votre concurrent alors ? Aujourd'hui, nos concurrents, c'est essentiellement des grands comptes. Donc AXA, Swiss Re, on évolue dans un paysage de géants. D'accord. Alors comment le produit, donc tu me disais, ils ont, j'imagine, initié cette réflexion lorsqu'ils étaient chez AXA et puis ils se sont dit, tiens, on va sortir du groupe, on va monter notre propre affaire. Sur quoi ils sont partis ? En tout cas, tu parlais de la donnée. Comment ça s'est construit, ce tout premier produit ? On va laisser de côté le réglementaire. Mais sur le côté moteur et paramétrisation de votre algorithme, sur quoi vous êtes parti et sur quel type de risque précisément ?
On a tout de suite commencé sur un très large spectre d'événements naturels. Tout simplement parce que quand on traite de risques naturels, c'est clé d'être diversifié. D'accord. C'est-à-dire si vous êtes que sur l'inondation et qu'il y a une année où il y a beaucoup d'inondations, vous allez avoir des très mauvais résultats en termes de loss ratio et il n'y aura plus aucun porteur de risque avec qui voudra vous suivre. Ouais. Donc c'est important d'être diversifié en termes de périls. Donc d'avoir pas que de l'inondation, mais aussi du cyclone, du tremblement de terre, de la sécheresse, de la pluie. Les actuaires diraient que c'est des risques qui ne sont pas corrélés entre eux, D'accord. voire qui sont anti-corrélés. Par exemple, la sécheresse et la pluie, vous ne pouvez pas avoir à la fois une énorme sécheresse et une énorme pluie. Donc c'est des risques qui sont anti-corrélés. Et une diversification géographique aussi, donc avec des contrats partout dans le monde. Donc quand Descartes a été créé, on n'a pas fait comme beaucoup de startups où on a d'abord un produit, une zone et après on s'étend. Ça a été important d'être tout de suite diversifié, donc sur plusieurs périls naturels et partout dans le monde. D'accord. Chez Descartes, au bout de 6 mois, on avait des polices sur les 5 continents, alors grâce notamment au fait qu'on s'appuie sur un réseau de courtiers et que ce sont des courtiers internationaux. C'est quel courtier ? Tous les courtiers corporate, Marsh, Aon, Willis, CIC, Verspiren, enfin tous ceux qu'on connaît dans le secteur corporate. D'accord. Donc vous êtes parti sur finalement un produit qui est encore toujours le même. Comment est-ce que l'algorithme que vous avez utilisé, j'imagine qu'il était bien plus innovant que ceux qui existent dans l'assurance traditionnelle, comment est-ce qu'il a été construit ? Est-ce que c'est une des ressources que vous avez en interne de data scientist que vous avez fait travailler sur ces projets-là, ou est-ce que vous avez sous-traité la construction de ces algos ? Alors on a les deux. L'essentiel est construit en interne. D'accord. Et je peux donner l'exemple du modèle de grêle. C'est assez intéressant. En fait, la grêle, c'est un péril qui, en plus, évolue beaucoup avec le changement climatique. Des endroits qui n'étaient pas à risque deviennent à risque. Des endroits qui étaient à risque deviennent moins à risque. Et c'est un péril sur lequel on avait très peu de données. Parce qu'en fait, la modélisation du risque de grêle, elle est basée sur les données de population. Donc là où il y avait un village il y a 500 ans, la paroisse prenait note des événements de grêle, puis vous avez des registres. Mais là où il n'y avait personne, vous n'avez aucun registre. Ce qui fait qu'en fait, sur 95% du territoire, on n'a aucune info sur le risque de grêle. Ouais. Or, ce qui est à risque aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les panneaux solaires, les voitures stockées en extérieur, les vignes. C'est pas des endroits où il y a des villages. Généralement, c'est plutôt à l'extérieur des villages. Donc, en fait, sur ces risques solaires, stockage de voitures, etc., on n'a aucune info sur le risque de grêle. Donc, il fallait trouver un autre moyen d'adresser, de comprendre ce risque. Et ça, c'est quelque chose qu'on a construit entièrement en interne à partir d'imagerie satellite, de reconnaissance de la forme des nuages. Donc on a fait apprendre à l'algorithme quelle forme de nuage était susceptible de donner des orages de grêle et puis avec quelles caractéristiques, quelle taille de grêlon, quelle intensité, là où on avait des données. Et puis du coup, on a reproduit ça, on a fait apprendre à l'algorithme, ces nuages-là, attention, risque de grêle. Et du coup, maintenant, l'algorithme voit les nuages partout dans le monde. On a des photos des nuages tous les quarts d'heure, n'importe où dans le monde. Et peut dire n'importe où dans le monde, cet endroit-là, gros risque de grêle. Même s'il n'y a jamais eu de village ou de population à cet endroit-là pendant 500 ans. Comment tu accèdes à ces datasets ? C'est des données satellites, alors parfois publiques, parfois privées. Nous, on est incubés par l'Agence spatiale européenne, parmi d'autres incubateurs. Mais donc, on a des accès privilégiés à certaines données satellites et puis on a des partenariats aussi avec des boîtes qui exploitent les données satellites. Donc ça, c'est dans les cas où on fait les modèles nous-mêmes. On a aussi des partenariats existants. Par exemple, sur le feu de forêt, on a un partenariat avec le laboratoire du CERTIT qui a co-construit avec nous l'algorithme de reconnaissance d'images qui permet de reconnaître si un pixel est brûlé ou pas et à quel degré sur une forêt. C'est top ça. Voilà, c'est très important. C'est un péril qui augmente. C'est un péril qui a été multiplié par 5 en termes de risque entre la dernière décennie et la précédente. Ouais. Okay. Donc c'est pas près de ralentir malheureusement. Et est-ce qu'en interne, vous avez des personnes qui sont spécialisées par type de péril ? Oui. Alors on a des personnes qui ne le sont pas, mais on a de plus en plus de personnes qui le sont. Par exemple, on a quelqu'un qui fait une thèse entre nous et Météo France pour aider Météo France à mieux comprendre le risque de grêle. Donc on a des gens qui sont vraiment très très spécialisés et notre expertise est reconnue parce que Météo France c'est comme des leaders en termes de modélisation climatique. Ouais. Donc est reconnue par des institutions comme ça sur la grêle. On a des personnes qui sont spécialisées en inondation, on a des personnes qui sont diplômées sur comprendre la résistance des bâtiments aux tremblements de terre. Des gens qui sont très très spécialisés en tremblements de terre. Donc on a les 2 tiers de notre équipe qui sont des data scientists, des docteurs en climatologie, météorologie, qui connaissent vraiment en profondeur les risques naturels.
Top. Et alors, question que je me pose, parce que donc vous parlez des risques corporate avec la collaboration que vous avez avec Generali, mais est-ce que vous n'avez pas envie d'offrir, ou peut-être que vous le faites déjà, offrir votre service en marque blanche pour des compagnies d'assurance qui n'arrivent pas à modéliser comme vous? Si, on le fait aussi. D'accord. On le fait aussi parfois. Et c'est vrai que ça peut, pour certaines compagnies d'assurance, par exemple, ne pas comprendre un péril, ça peut réduire leur appétit. Enfin, je prends l'exemple de la grêle. La grêle, c'est T'aimes bien la grêle, hein? Ça s'applique partout et c'est peu connu. Mais la grêle, par exemple, c'est un sujet qui va réduire l'appétit de certaines compagnies d'assurance sur les concessionnaires auto ou sur les agriculteurs qui utilisent des serres. Alors c'est dommage parce que sinon ça serait un business porteur. Les flottes auto, ça donne accès les concessionnaires auto, ça donne accès à la flotte. Donc on peut équiper plein de branches, le dommage, l'auto. Et en fait, à cause de la grêle, ils vont se priver de tout ce secteur d'activité. Alors qu'en fait, s'ils donnent en marque blanche notre produit grêle et que du coup ils portent pas le risque, ils peuvent quand même équiper leurs clients avec un super produit et puis eux continuer d'adresser ces secteurs de clientèle. Donc on travaille aussi avec certains assureurs pour compléter leur offre et faire en sorte qu'ils puissent mieux adresser le marché. Donc vos clients, in fine, ce sont donc les corporates qui, au travers des courtiers et des réseaux de courtiers que tu as cités tout à l'heure, souscrivent à votre produit. C'est ça. Et des compagnies d'assurance qui utilisent votre technologie en marque blanche. Voilà, c'est ça. Bon, c'est en majorité des corporates qui veulent s'assurer au travers de courtiers. Hein. C'est vraiment ça le gros de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Ouais. Et il y a de plus en plus de demandes. Donc on n'est pas prêt d'arrêter cette partie-là de l'activité. C'est vraiment clé pour nous. Est-ce que tu pourrais reprendre, parce que tu as dit déjà beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on resynthétise tout, les différents produits que vous proposez et si ces produits changent d'un continent à l'autre? Oui, bien sûr. On a 4 grandes catégories de produits. La première, c'est pour couvrir les corporates contre toutes les catastrophes naturelles. Donc l'ouragan, cyclone, typhon, tremblement de terre et puis tout ce qui s'ensuit, tsunami, glissement de terrain, les inondations évidemment. Puis malheureusement, on a eu des exemples récemment en Europe. Chez moi, voilà. J'ai été inondée. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, à Luxembourg, il y a eu des sujets aussi en juillet, là, quand il y a eu les inondations. Ouais, c'est pas très agréable. Non, voilà, vous avez pu faire l'expérience. Ouais. Inondation, la grêle, puisque j'adore ce péril, effectivement. Ouais. Les feux de forêt géants qu'on a de plus en plus, donc vraiment tous les risques naturels. C'est un risque majeur pour les entreprises, c'est un risque qui augmente en intensité, en fréquence, qui est de plus en plus difficile à couvrir sur le marché traditionnel et qui est de plus en plus mal couvert parce qu'en plus, bien souvent, si votre usine ou votre site n'est pas directement endommagé par l'événement, mais que vous perdez quand même du revenu parce que tout autour c'est endommagé, qu'il n'y a plus de transport, qu'il n'y a plus d'activité, en fait vous n'allez rien toucher. Vous n'allez pas toucher de perte d'exploitation parce qu'en fait c'est pas consécutif à un dommage matériel. Donc ça évidemment, nous on ne raisonne pas du tout comme ça, nous on couvre les assurés quand il y a des choses qui se produisent autour de chez eux, on ne regarde pas s'il y a eu un dommage matériel ou pas parce que pour nous c'est plus comme ça que fonctionnent les entreprises, mais il y a vraiment un énorme besoin de couverture sur ces périls-là. Deuxième grande catégorie de produits, et puis en France et au Luxembourg aussi, on est très exposé, c'est sur l'agriculture, la viticulture. Et la grosse vague de gel en avril qui a touché toute la viticulture en France. Il y avait des zones qui n'avaient pas été touchées lors des gros gels des 30 dernières années qui ont été touchées cette année. Il y a des viticulteurs qui ont perdu 90% de leur récolte. Donc, vrai sujet. Donc, le gel, la sécheresse. Il y a des énormes vagues de sécheresse aussi l'an dernier en Europe de l'Est. Et ça, pareil, c'est pas quelque chose qui est malheureusement sur le point de ralentir. Des excès de pluie aussi qui peuvent empêcher les semis de germer. Donc, voilà, tout le spectre de l'agriculture, rendement, sécheresse, pluie, grêle, gel. Et puis les feux de forêt aussi, et la pisciculture dans certains cas, quand il y a des sujets d'algues ou de température, d'oxygène. Donc voilà, toute l'agriculture, c'est notre deuxième grande catégorie de produits et de clients. Une troisième catégorie de produits et de clients autour de l'énergie et des renouvelables. Vous allez avoir des couvertures pour le manque de vent sur l'éolien. Ah ouais, ça existe ça? Ah ouais, parce que en fait, le vent, la quantité de vent qui va permettre de produire de l'électricité éolienne varie de plus ou moins 30% chaque année. D'accord. Et c'est énorme, 30%. Imaginez que vous ayez une entreprise, vous dites je ne sais pas combien je vais faire de résultats. Enfin, je sais, mais plus ou moins 30%. C'est énorme. Oui, c'est pas très précis en effet. Voilà. Donc, comme c'est des projets qui dépendent beaucoup de financement extérieur, les financements extérieurs ont besoin d'une certaine certitude sur le rendement de leur investissement.
et donc ils prennent des couvertures en cas de manque de vent. Et on a la même chose sur l'hydro. S'il ne pleut pas assez, les barrages ne donnent pas assez d'énergie. D'accord. On a la même chose dans une moindre mesure sur le rayonnement solaire qui est moins volatile, mais qui peut quand même être impacté par les événements climatiques. D'accord. Alors, tu citais le partenariat, je ne sais pas si c'est un partenariat avec Météo France, en tout cas la collaboration. Oui, tout à fait. Vous avez d'autres types de partenariats avec Global Earthquake Mode, c'est ça? Modeling, ouais, c'est ça. Et ICI, je ne sais pas si je prononce bien. ICI, ouais, c'est ça. ICI. Ouais. C'est quoi la nature de ces partenariats et est-ce que vous en avez d'autres? Alors, on en a d'autres. On en a un qui va être annoncé tout prochainement, normalement semaine prochaine. Ouais. Bah, tu peux déjà l'annoncer puisque l'épisode Oui, sera c'est avec publié. RIASC. D'accord. RIASC Okay. qui permet de connaître les vitesses de vent en tout point. D'accord. Après un cyclone. Donc, c'est des partenariats entre des boîtes qui maîtrisent l'utilisation des données. Si je prends ICEYE, en fait, ils vont recouper plein de sources de données. Ils vont recouper des données de radars embarqués sur satellite, des données terrain, des données vidéo, enfin, toutes sortes de données pour pouvoir dire tout de suite après une inondation quel a été le niveau d'eau en chaque point. C'est hallucinant. C'est hyper précis et ça veut dire que vous n'avez plus forcément besoin d'installer des capteurs sur site pour détecter le niveau d'eau, vous le savez à distance. Extraordinaire. Et vous le savez partout, même si vous êtes loin de la rivière, que vous ne pouvez pas utiliser la jauge de la rivière de façon directe, vous allez quand même savoir ce qu'il y a eu. Donc nous, ça nous permet de couvrir avec vraiment énormément de précision l'inondation, sans se déplacer sur site, sans rien installer sur site. Donc en termes de coûts, ça permet de maintenir les coûts très très bas aussi pour les clients. Comment vous sélectionnez? Je t'ai pas laissé parler sur le troisième Global Earthquake. Ouais, c'est ça. Donc Global Earthquake, c'est une communauté mondiale autour de la modélisation des tremblements de terre. D'accord. Donc nous, on collabore avec eux pour construire des modèles qui nous permettront d'avoir des produits d'assurance paramétrique extrêmement précis sur le tremblement de terre et de comprendre le risque partout dans le monde en tremblement de terre d'une façon extrêmement précise. D'accord. Alors, tous ces partenaires dont tu parles, comment vous les trouvez et comment vous vous assurez que la donnée qui est exploitée est qualitative? Est-ce que vous faites des checks, des audités et quel est votre processus de sélection? Parce que c'est hyper important en fait. C'est super important. C'est vrai qu'il y a plein de boîtes qui font ça et que nous, on est assez sélectifs sur celles avec lesquelles on veut faire des partenariats. On a besoin de données qui soient fiables, qui seront encore là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui ont un historique, qui sont capables de rassembler un historique qui va nous servir, si on utilise ces données, à pouvoir montrer aux clients que sur les événements passés, notre capture de données aurait été fiable, aurait été fidèle à ce que le client a réellement vécu. Ouais. Parce que si on dit au client, moi je vais mesurer tes données avec le satellite XYZ et puis tel algorithme de reconnaissance d'image, je vais dire ok, qu'est-ce que ça aurait donné quand en 2007 j'ai le cyclone Gonu qui a dévasté ma marina. Il faut qu'on soit capable de lui dire voilà, regardez, nous on a réussi ces vitesses de vent et du coup ça vous aurait donné droit à telle indemnisation. D'accord. Il faut qu'on soit capable de dire ça à nos clients et pour fiabiliser les produits. Top. Oui, donc il y a un check qui est fait et comment vous prenez conscience que ces acteurs existent? Vous faites quoi de la veille? Bien sûr, on a une veille énorme sur tout ce secteur-là. D'accord. Alors, la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est vous qui sortez du bois il y a même pas 2 ans, comment vous êtes parvenu aussi rapidement à vous faire connaître par autant d'acteurs, autant de courtiers et partout dans le monde? Vous avez une recette magique? Alors non, mais nous, on est tous issus du monde de l'assurance chez Descartes, en tout cas la partie commerciale, parce que la partie data science et souscription, c'est plutôt des gens qui sortent des meilleures universités du monde et qui maîtrisent les dernières technologies en termes de reconnaissance d'images, machine learning, etc. Ouais. Donc les fondateurs et puis les commerciaux, on est tous issus du monde de l'assurance et beaucoup du monde du courtage. Ouais. Et pour nous, être sur le marché, être côté des clients, côté des courtiers, c'est tout ce qui compte. On n'est jamais au bureau et voilà. Donc on s'appuie sur les réseaux de courtiers. Que vous aviez déjà de votre vie professionnelle passée en fait. Voilà, la plupart d'entre nous, on les connaît déjà, soit parce qu'on provient de courtiers d'assurance ou d'assureurs qui travaillaient avant avec les courtiers d'assurance. Et ce sont des réseaux qui sont mondiaux. Donc en fait,
en parlant avec le centre d'expertise en assurance paramétrique d'un courtier qui est à Londres, vous allez être mis en contact avec les membres de ce cabinet de courtage qui sont aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Europe, en Afrique. C'est ce qui explique l'ouverture des bureaux concomitamment un peu partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Il faut être au plus proche de toute façon des courtiers, de leurs clients, qu'il n'y ait pas de décalage horaire, qu'on comprenne leur marché, qu'on puisse répondre à leurs demandes très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a des bureaux partout dans le monde. D'accord. Dernière question, parce que je vois le temps qui file. En fait, c'est tellement passionnant ce que tu nous racontes que j'espère pouvoir poser toutes mes questions. Vous avez procédé à différentes levées de fonds. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un panorama des investisseurs que vous avez choisis pour vous accompagner au capital et comment est-ce qu'ils vous accompagnent concrètement ? Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des operating partners, donc je suis intéressée à savoir plus. Non, mais c'est super intéressant. Nous, on a fait une levée seed en février 2019 avec Blackfin Capital Partner. On a fait ensuite une levée série A à l'été 2020 avec Blackfin qui a réinvesti, mais la série A qui était l'idée sinon par Serena et KT Innovation. Ouais. De combien la série A ? À 15,7 millions d'euros, 18,5 millions de dollars. Ouais. On espère avoir de bonnes nouvelles d'ailleurs prochainement pour la suite. Et donc, je pense que c'est important et toutes les startups en sont très très conscientes d'être accompagnées par des VC qui font plus que signer un chèque. Et donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on a choisi avec quel VC on voulait travailler. Et vraiment, c'est un casting parfait parce que chacun, à leur façon, nous ont énormément accompagnés dans la croissance. C'est souvent il y a effectivement des operating partners chez Serena qui sont souvent des anciens entrepreneurs, voire des entrepreneurs encore aujourd'hui, et donc ils savent très très bien de quoi ils parlent et qui peuvent énormément nous accompagner sur le process, l'organisation, et ils l'ont fait et vraiment c'était super profitable. D'autres qui peuvent vous mettre en relation avec des corporates qui vont pouvoir vous faire bénéficier de leur réseau. D'autres qui connaissent très bien tous les prix auxquels il faut candidater pour être visible. Oui. Donc c'est vraiment les VC, et je ne dois pas être la première startup à vous le dire, ils font beaucoup plus que signer un chèque et c'est vraiment un accompagnement pour nous aider dans notre croissance et dans notre développement qui est exceptionnel. Top. Et alors vos prochaines étapes, c'est quoi ? Continuer. Alors, tu as cité un partenariat, là, c'est formidable. Ouais, une levée bientôt, voilà. On a compris. RIAS, c'est ça, c'est partenariat qui va être annoncé bientôt, mais des partenariats, on en a tout le temps parce qu'on veut toujours être vraiment au top des données disponibles, toujours capable de modéliser les derniers périls et voilà, jamais être en retard par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Dans l'actualité des risques. Et donc, on veut continuer d'augmenter notre part de marché sur tous les continents où on est présent, d'améliorer notre marque, d'augmenter le nombre de leads, d'augmenter le nombre de courtiers avec qui on travaille, de faire croître notre book. Donc voilà, on va continuer sur la phase d'ultra-croissance dans laquelle on est. Les équipes devraient encore doubler d'ici 12 mois. Top. Voilà. Vous êtes combien, rappelle-moi ? Aujourd'hui, on est 55 ans. D'accord, super. En tout cas, la trajectoire est assez exceptionnelle en un temps aussi court. Félicitations. Merci. Puis, ça devrait continuer. Les clients sont là, les risques sont là, le besoin est là. Et donc, on va continuer à faire croître les équipes pour y répondre. Parfait. Est-ce que tu ne nous recommanderais pas, je demande toujours aux invités, un livre à nous suggérer avant qu'on parte ou ce matin, j'ai enregistré avec un invité qui nous a recommandé une BD. Donc, pourquoi pas ? Il y a un livre qui s'appelle Gaïa, si je ne dis pas de bêtises, qui parle de la Terre et de l'avenir de la Terre. D'accord. Et tout ce qu'on peut faire pour que la Terre ait un meilleur avenir. Ok. Je pense que ça nous c'est un message d'espoir. Ça nous concerne, bien sûr. Ça nous concerne dans le risque climatique. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait lire. Gaïa, et c'est de qui ? Je ne sais même plus. Vous pouvez trouver. Ça marche. Merci beaucoup, Violaine. C'était hyper intéressant. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.